Nous sommes en septembre 2021, ceci est la vidéo de rentrée de DTC. Aujourd'hui, pas de Romain, pas de blouse blanche, pas de fond vert, mais un invité très spécial, le Covid. Je sais pas si vous connaissez. Allez. Vous le savez si vous suivez cette chaîne, je suis vacciné contre le Covid. On en avait parlé ici, à l'époque c'était un sujet, maintenant ça l'est beaucoup moins parce que je rappelle qu'on est quand même beaucoup plus nombreux à être vaccinés qu'à ne pas l'être. Ce que vous savez pas par contre, si vous me suivez pas sur Twitch et sur les réseaux sociaux, et si vous me suivez pas, faites-le, il y a tout ce qu'il faut dans la description de cette vidéo. Ce que vous savez pas donc, c'est que j'ai eu le Covid. Ok, en fait, vous le savez sûrement parce que c'est littéralement le titre de cette vidéo et c'est même sûrement un peu la raison pour laquelle vous êtes en train de la regarder en ce moment. Passons. Quand j'en ai parlé sur Instagram, l'immense majorité des réactions, ça a concerné le vaccin. Donc, oui, on peut être vacciné et avoir le Covid quand même. Et non, ça veut pas dire que le vaccin ne marche pas. On va y revenir un petit peu plus tard parce que c'est important, mais avant ça, je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe quand on a le Covid. Enfin, comment ça s'est passé pour moi. Hein, c'est une espèce de petit retour d'expérience sur les trucs pratico-pratiques, sur les trucs administratifs, et puis quelques petites réflexions personnelles là-dessus, et sur tout le reste, parce que y a des trucs à dire. On est fin août, et je me sens pas au top. Je suis fatigué, j'ai le nez qui coule, je me sens... enfin c'est pas ouf. Je prends ma température et il se trouve que j'ai 39. Donc, rendez-vous dès le lendemain pour un test PCR et puis je m'enferme chez moi en attendant les résultats. Pendant ce laps de temps, j'ai entre 39 et 42 fièvres. Donc, à vrai dire, j'ai pas tellement envie de sortir. Un peu plus de 24 heures après, je reçois le résultat de mon test et il est positif. À partir de ce moment-là, moi j'ai déjà plus aucun symptôme, mais ça change rien. Je dois rester enfermé chez moi, sans sortir ni entrer en contact avec qui que ce soit pendant 10 jours. Donc je préviens mes proches, et j'attends. 10 jours. Le lendemain, je reçois un coup de fil de l'assurance maladie, la Sécu, qui me propose de l'aide pour mon isolement, et qui me demande de faire la liste des personnes avec qui j'ai été en contact pendant les 48 heures avant le début de mes symptômes. Et puis je reçois un autre coup de fil d'un centre de suivi qui me pose là des questions sur mes symptômes de manière générale. Et puis à partir de là, j'attends patiemment de pouvoir sortir de chez moi. Ce qu'il faut savoir quand on est en isolement parce qu'on est positif au Covid, c'est que, a priori, on peut être contrôlé, même si pour moi ça n'a pas du tout été le cas. Par contre, au bout de 10 jours, personne vient vérifier si c'est ok. On refait pas de test PCR par exemple, parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il pouvait être positif encore pendant plusieurs semaines, mais que si on n'a plus du tout de symptômes depuis plus de 48 heures, c'est qu'on n'est plus infecté, et en tout cas qu'on n'est plus contagieux. Mais n'empêche que si vous avez encore de la fièvre au bout de 10 jours, et que vous sortez quand même parce que vous en avez marre d'être enfermé, il y a personne qui va venir vérifier. Du coup, il faut être discipliné, et surtout il faut penser aux autres. Bon, petit bilan rapide de la prise en charge de l'isolement. Côté négatif, alors déjà c'est pas agréable de devoir balancer les noms des gens avec qui on a été en contact à la Sécu. C'est hyper important, il faut le faire, on comprend pourquoi on le fait, mais c'est vraiment une sensation désagréable. Ensuite, il y a pas mal d'interlocuteurs. J'ai reçu que 2 coups de fil de personnes différentes, mais il y a aussi le suivi en ligne, et j'ai reçu plein de SMS pour me connecter, alors que j'avais dit que je voulais pas en avoir. Ce serait mieux s'il y avait un centre référent qui s'occupe de tout, mais bon, vaut mieux trop que pas assez, sans doute. Et puis il y a quelques bugs informatiques, genre j'ai reçu des documents en double, et j'ai été répertorié comme cas contact, alors que j'étais cas positif. Rien de très grave. Par contre, truc un petit peu plus étonnant, quand j'ai scanné avec tous anti-Covid le QR code du résultat de mon test PCR du début, ça m'a d'office mis dans mon carnet de certificats un certificat de rétablissement. Alors que j'étais pas du tout rétabli parce que j'étais malade et que j'étais au tout début de mon isolement. Côté positif, la réactivité déjà. Entre le moment de la prise de rendez-vous, les résultats du test PCR et le coup de fil de la Sécu, il se passe quelques heures, 24 heures à peu près. Ça va vite. Et puis les services d'accompagnement qui sont proposés, qui sont pas mal. Il peut y avoir un infirmier ou une infirmière qui passe à domicile pour vérifier que tout va bien tous les jours. On peut se faire apporter des repas, parce qu'on ne peut pas sortir faire les courses. Il y a aussi un numéro d'appel, au cas où on ait une question ou quoi que ce soit. Bon, moi j'en ai pas eu besoin, donc je peux pas dire si ça fonctionne bien, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et c'est proposé systématiquement. Voilà, ça c'est pour la prise en charge par les services sanitaires de l'isolement, mais quelques petites réflexions personnelles aussi, si vous me permettez.
Être en isolement total, c'est-à-dire avoir le droit de voir personne, ne pas du tout avoir le droit de sortir, même pas pour faire des courses, et surtout, quand on sait que tous les autres sont dehors, sauf nous, c'est un cran au-dessus d'un confinement. C'est pas forcément hyper facile à vivre, ni moralement, ni au niveau pratique. Et puis être complètement isolé, tout seul chez soi, quand on est malade, quand on sait que ça peut se terminer en réanimation, et quand on vous a dit, surtout si vous avez du mal à respirer, appelez le 15, je vous cache pas que c'est pas ouf non plus. Donc mon petit conseil, si vous avez des gens en isolement autour de vous, prenez des nouvelles, déjà, et puis proposez votre aide. Faire des courses, déposer un sac devant la porte, quoi que ce soit. Non seulement ça rend vraiment service à la personne qui est isolée, pour les courses par exemple, mais en plus, ça lui fait du bien, ça la rassure, et vous, ça vous permet de vérifier que effectivement tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. A l'inverse, en me basant sur les messages que j'ai le plus fréquemment reçus, je vous propose un petit florilège des trucs à éviter avec 4 trucs à ne pas dire à quelqu'un qui a le Covid. Mais comment t'as chopé ça? C'est pas tellement que c'est désagréable comme question, c'est juste que c'est impossible d'y répondre. Il y a 1000 situations dans lesquelles on peut avoir contaminé, et comme le temps d'incubation, c'est-à-dire le laps de temps entre la contamination et les premiers symptômes, suivant les gens, ça va de 3 jours à 2 semaines, va savoir à quel moment t'as été contaminé. C'est un peu comme avec une infection sexuellement transmissible en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, on en avait déjà parlé dans une vidéo. C'est le réflexe, mais c'est impossible de savoir qui nous l'a refilé. Et à qui on l'a refilé. Et de toute façon, en vrai, c'est pas ça qui est important. Par contre, un truc qui est important, c'est de prévenir les gens qu'on a vus pendant qu'on était contagieux. C'est-à-dire dans les 48 heures avant les premiers symptômes. Ou dans les 7 jours avant le test positif si vous n'avez pas de symptômes. Mais ça, la Sécu vous expliquera comment faire. Putain, j'espère que tu me l'as pas refilé. Même chose en fait, c'est pas parce que vous avez été testé positif après votre pote que c'est lui ou que c'est elle qui vous l'a refilé. C'est peut-être même vous qui lui avez refilé. Ou une autre personne qui vous l'a refilé à tous les deux. Ou alors c'est 2 personnes différentes. Ou vous avez fait ça tout seul, en vous décrottant le nez dans le métro par exemple. Ou rien à voir. Mais encore une fois, on peut pas savoir, et de toute façon, ça change rien. Donc, cherchez pas à savoir, c'est désagréable pour tout le monde. Oh, toi, t'as pas respecté les gestes barrières. Alors, déjà, culpabiliser quelqu'un qui est malade, c'est nul. Et en plus, on peut respecter les gestes barrières au max. Il y a toujours des moments où on peut être contaminé quand même. Il y a des zones grises. Les gestes barrières, ça diminue les risques, mais des risques, il y en a toujours. On va y revenir après. Dis donc, ça marche super bien le vaccin. Pareil en fait. 1, c'est pas marrant. 2, oui, ça marche bien. Mais ça mérite qu'on s'y attarde, donc on va développer ça tout de suite après cette transition incroyable. Ouais, parce que comme je vous l'ai dit, le vaccin, c'est le truc dont on te parle le plus quand tu annonces que tu as le Covid. Allez, chose promise, chose due, on se refait un petit point sur le vaccin. Donc, oui, je suis vacciné. J'ai eu 2 doses de Pfizer, si vous voulez tout savoir. Et oui, j'ai chopé le Covid quand même. Et non, ça n'a rien d'incroyable, ni rien de scandaleux, ni rien de drôle non plus. Mais ça, je l'ai déjà dit. Première chose, c'est dit depuis le début, mais c'est bien de le rappeler manifestement, le vaccin, ça protège avant tout contre les formes graves. Perso, j'ai eu de la fièvre et le nez qui coule pendant 24 heures. C'est moins violent qu'un séjour en réa, mais ça on va y revenir après. Deuxième chose, oui, le vaccin, il protège aussi contre la transmission du virus, mais pas à 100%, et surtout, c'est difficile d'avoir des chiffres précis parce que, troisième chose, les variants changent la donne. Notamment le variant Delta qui est beaucoup plus contagieux. Donc forcément, ça modifie les pourcentages d'efficacité qui ont été calculés pendant les tests sur une version du virus qui était beaucoup moins contagieuse à l'époque. Et puis quatrième et dernière chose, il y a de plus en plus de gens qui sont vaccinés, donc statistiquement, il y a de plus en plus de gens vaccinés qui chopent le Covid, mais ça veut pas dire que le vaccin est plus efficace. Ça c'est des maths, les probabilités c'est moins ma partie, mais je vous renvoie vers une vidéo de Science for All, je vous mets le lien dans la description. Cet été, plus de 80% des cas positifs c'était des personnes non vaccinées. Et des personnes entièrement vaccinées positives quand même, c'était à peu près 6%. Et pour les hospitalisations, c'est les mêmes chiffres. Ça a été dit dans la vidéo dont je viens de vous parler. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a 67% de l'ensemble de la population française qui est vaccinée. Et à peu près 80% des gens qui peuvent être vaccinés, c'est-à-dire les plus de 12 ans, qui le sont effectivement. Ça s'est pas mal accéléré avant l'été,
On comprend bien que s'il y avait 100% de la population qui était vaccinée, il y aurait 100% des nouveaux cas de Covid et des hospitalisations qui seraient des gens vaccinés. Alors, ça n'arrivera pas, hein, les 100%, mais les chiffres, ils montrent quand même que les personnes non vaccinées ont plus de risques d'être malades et de développer des formes graves que les personnes vaccinées. Pour comprendre pourquoi, on va faire un petit rappel sur comment ça marche tout ça, en utilisant une allégorie guerrière. Nous sommes en guerre. Non, toujours pas, mais bon. On va considérer qu'être contaminé, c'est une agression. On est là, on se balade, on s'y attend pas, bim, ça nous tombe dessus, et évidemment, on va chercher à se défendre. Pour se défendre, on a notre système immunitaire. Mais notre système immunitaire, il sait pas forcément comment faire. Il connaît pas l'agresseur, donc bon, en fonction de sa force, il fait ce qu'il peut, mais il galère plus ou moins parce qu'il est pris au dépourvu. Le vaccin, c'est un cours de self-défense pour notre système immunitaire. C'est bien, Julien. Ça lui apprend à reconnaître le virus, donc il peut s'entraîner à le combattre, comme ça, il sait quoi faire le jour où il lui tombe dessus pour de vrai. Alors attention, ça reste un combat, hein. Notre système immunitaire, il va pas forcément éclater le virus complètement, mais il va quand même vachement plus le défoncer que s'il n'était pas du tout entraîné. Maintenant, métaphore dans la métaphore, imaginez que ce combat, il a lieu dans un jeu vidéo. Vous voyez la barre de vie? Eh ben c'est exactement comme ça que ça marche. Soit le virus fait diminuer votre barre de vie et vous tombez malade, soit c'est vous qui faites diminuer la barre de vie du virus. Et plus votre système immunitaire est fort, plus il est entraîné, plus la barre de vie du virus diminue. Et bah dans la réalité, cette barre de vie du virus, c'est la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus qu'on a dans notre organisme quand on est contaminé. Et cette charge virale, toutes les études tendent à démontrer qu'elle joue un rôle important dans l'évolution vers les formes graves de la maladie. En gros, plus la charge virale est grande, plus on a de risque de développer une forme grave, et plus elle est basse, plus on a de chance soit de pas du tout développer la maladie, soit de faire une forme atténuée. Et pour la contagiosité, c'est pareil, les dernières études menées sur la question confirment l'hypothèse initiale selon laquelle moins on a de virus en nous, donc plus la charge virale est basse, moins on est contagieux. Donc le vaccin, en entraînant notre système immunitaire, il lui permet de faire baisser beaucoup plus la barre de vie du virus, donc de gagner le combat. Pour résumer, en gros, le vaccin, voilà ce qu'il peut faire. Quand on est en contact avec le virus, le vaccin, il peut diminuer la charge virale. Il diminue la quantité de virus qu'on a en nous, donc il diminue le risque quand on est malade, il diminue le risque qu'on le refile autour de nous, et surtout, il diminue le risque qu'on fasse une forme grave. Donc au mieux qu'on morfle, au pire qu'on meure. Et du coup, il peut aussi éviter qu'on surcharge les hôpitaux, au point qu'on soit obligé de s'enfermer encore pendant des semaines ou des mois, le temps que ça se calme et qu'on puisse soigner les gens correctement. Voilà, ça, il peut le faire. Par contre, ce qu'il peut pas faire, c'est faire disparaître tous les risques complètement. Ça, il peut pas. Et il peut pas non plus nous empêcher d'être en contact avec le virus, parce que le virus, il circule. Donc pour ça, il faut trouver d'autres trucs. D'autres trucs genre les gestes barrières. Je sais pas si vous avez entendu parler, c'est tout nouveau. En fait, c'est une erreur de penser qu'il y a une solution qui va tout régler et qui va permettre d'arrêter la pandémie. Et c'est une erreur de penser aussi que les mesures sanitaires, soit elles fonctionnent à 100%, soit ça veut dire qu'elles marchent pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. On y arrive en faisant diminuer au maximum tous les risques de contamination. Et ça se fait pas par un truc miracle. Ça se fait en agissant sur les différentes sources de risques avec différents moyens. Mais soyons clairs, il n'y a pas de risque zéro de contamination et donc de maladie. Ce qui s'en approche le plus, c'est un confinement généralisé, c'est-à-dire personne sort de chez soi. Par contre, pour éviter d'en arriver encore là, on peut additionner les autres moyens. Les gestes barrières, les masques, l'isolement des personnes infectées, le vaccin, etc. Et l'idée, pour mémoire, c'est de ne pas saturer les hôpitaux, et en particulier les services de réanimation, avec les formes graves. Parce que ça, c'est un problème pour tout le monde. Pour les malades et pour leurs proches, déjà, évidemment. Pour le personnel hospitalier, qui est sur les rotules depuis 1 an et demi, qui a un nombre limité et qui du coup peut pas soigner les gens de façon efficace. Et pour tout le monde, en fait. Parce que si nous, demain, on a besoin d'être hospitalisés en réanimation et qu'il n'y a pas de place, bah il n'y a pas de place, donc on n'est pas hospitalisé en réanimation. Ça vaut pour les gens qui feraient une forme grave du Covid, mais ça vaut aussi pour les gens qui auraient un gros problème cardiaque, qui feraient un AVC, qui auraient un accident de la route, etc. S'il n'y a pas de place en réa, il n'y a pas de place en réa. Et ça touche pas que les réa, parce que vu que tous les services sont surchargés depuis 1 an et demi, bah il y a plein de rendez-vous, il y a plein d'opérations qui sont reportées, et ça c'est pas bon non plus. Donc vous voyez, tout ce qui peut limiter le nombre de cas et le nombre de formes graves, c'est crucial. Alors je sais que tout le monde en a marre, mais tant que c'est pas fini,
ou tant que c'est pas stabilisé, parce qu'on est de moins en moins sûr que ça va vraiment se finir complètement un jour, eh ben on n'a pas trop le choix. Et c'est pas en faisant semblant que le virus n'existe plus qu'il va arrêter d'exister. C'est même exactement le contraire. Donc, courage. Et un petit mot pour les gens qui seraient tentés de tout arrêter, de tout refuser en bloc et de rentrer en résistance. Historiquement, les résistants, c'est pas des gens qui sacrifient l'intérêt général pour leur petit intérêt personnel. Là encore, c'est même exactement le contraire. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.